Bonjour à tous, voilà, je me nomme Rémi Bottiro, j'ai 69 ans cette année puisque M. Mélenchon, hier soir, l'a signalé à TPMP qu'il avait 69 ans. Voilà, je voulais dire que moi aussi, cette année, j'ai 69 ans. Je ne suis pas élu à Marseille puisque je suis que Marseillais et à 100%, hein, je suis né à Marseille. Et que M. Mélenchon, quand il a débarqué en France, j'étais Marseillais depuis déjà 10 ans. J'en voulais déjà à De Gaulle vis-à-vis de ce qui s'était passé lorsque j'avais 10 ans, c'était en 62, vis-à-vis de son comportement. Un petit peu, c'était une trahison à la France pour moi. J'étais jeune déjà. Et dommage parce que on avait quand même, mes parents avaient un bar en face, le J4 et le J3, qui recevaient les primeurs d'Algérie, et je me suis aperçu qu'à partir de 62, les primeurs, il n'y en a plus. C'est Jaffa qui a repris la suite, alors que l'Algérie, c'était les primeurs de l'Europe. Voilà. Il y avait des très grosses quantités de primeurs qui arrivaient à ce port de Marseille et qui a disparu depuis ces années-là. Bon, on sait comment ça a dérapé depuis, hein, puisqu'aujourd'hui on demande encore l'indépendance en Algérie et que le FLN a fait, comme disaient les Arabes, l'khla, hein, l'khla. Voilà. Alors, je suis fils de Piémontais, italien, émigré, dont le père était chef du Parti communiste à Gênes, et emprisonné pendant 6 ans sous Mussolini. Mon père est venu en France libre en 1945 parce qu'il était gravement blessé, car il était dans le maquis italien contre les Tedesco, c'est-à-dire les Allemands. Il chantait déjà Bella Ciao, puisque c'était un chant piémontais. Et pour y être soigné, et du côté de mon grand-père, du côté de ma mère, quoi, il est arrivé en France en 1896 pour des raisons d'enlèvement de sa mère, qui était mon arrière-grand-mère, par mon arrière-grand-père, qui était d'une région de Naples qui s'appelait Fratamaggiore. Et donc, il avait enlevé la fille de quelqu'un qui était très dangereux, qui était devenu le podestat après, et qui n'était pas très facile, quoi. Euh, et il s'appelait Puzzole. Et la seule solution, c'était la fuite vers la France, quoi, pour essayer d'éviter de se faire. Oui, comme ça se passait à cette époque-là. Aujourd'hui, après mûre réflexion, j'ai eu envie de prendre la parole pour vous entretenir sur toutes ces affaires courantes dont on parle tous les jours, à CNews, enfin, BFM TV, je ne l'écoute plus parce que c'est de la gauche à fond, c'est de la télévision gouvernementale, donc c'est bon. Bon, CNews, c'est guère mieux, mais bon, portement, comme disait Moore, toutes les télévisions sont de gauche, donc ça reste pas, on n'a pas trop le choix de l'écoute. Voilà. Alors j'ai pris la décision parce que cette décision, je l'ai prise aussi parce que un jour, un journaliste nommé Pascal Prod, qui est bien connu, disait qu'il faudrait que les politiques aient été vécus un jour comme chef d'entreprise pour connaître vraiment ce qu'ils vivent au jour le jour, quoi. Et un autre intervenant un jour a dit comment se mettre à la place de la police si on n'a jamais fait ce métier. Ouais. Donc effectivement, j'ai pas la prétention de devenir politique, j'ai pas la prétention d'être suprême non plus. Je voulais simplement donner mon avis. Donc j'ai été policier pendant 25 ans et chef d'entreprise d'une société de 14 employés permanents pendant 21 ans, qui faisait bar, piano-bar, restaurant, discothèque, que j'ai vendu le 29 juillet 2020 avec des conditions de Covid bien entendu. J'ai été obligé de faire un crédit vendeur, n'est-ce pas? Et de ce fait, donc ce crédit vendeur n'est pas payé puisque, actuellement tout est fermé, donc il y avait des clauses sur le Covid. Et moi, j'ai vendu parce qu'on m'a refusé le PGE de 50 000 euros, alors que j'avais un bénéfice de 60 000 euros sur l'année 2019. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui avaient demandé le PGE, qui avaient ces avantages. Mais comme mon activité n'était plus dans la politique de la banque, mon, mon
mon conseiller. Ça m'ennuie, mais je voulais dire son nom, mais je ne le dirai pas, ça va, c'est bon. Enfin bon, ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée aussi. Et en fait, dans les aides, j'ai touché que 800 € d'aide par mois de l'État. De qui se moque-t-on? On se demande, parce que j'ai même pas touché 1500, j'ai touché que 800. 800 € parce qu'on vous enlève votre petite pension que vous avez, on vous déduit sur les 1500 €. Voilà. Donc j'ai touché 800 € depuis mars 2020. Donc mes repreneurs qui doivent me payer un crédit vendeur me disent d'avoir aucune aide et d'avoir les aides refusées. Bon. Ils ont fait un petit bar, ils ont fait un bar, pas un petit bar, ils ont fait un bar avec une petite restauration plutôt. Et donc voilà, mais je ne suis pas venu pour parler de ça en gros, je suis venu pour parler surtout de mon activité antérieure qui était la police, puisque je pense que je suis à même de pouvoir en discuter et de pouvoir en témoigner. Donc je suis rentré dans la police en mars 1978, on était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai fait mes 8 mois de stage, comme ça a toujours été, et comme on a polémiqué sur le sens, oui, il faudrait faire 8 mois, 1 an, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait réformer quoi. J'étais dans la police urbaine, donc j'ai fait une école de police à Sens, qui était une école de police de CRS. Et les CRS étaient formés juste à côté de nous, donc à côté de nous, c'est-à-dire que dans notre bâtiment, plus au maintien de l'ordre que nous on avait un peu plus de droits, enfin, on avait une autre formation, bon, guerre différente, mais eux faisaient du maintien de l'ordre alors que nous on n'en faisait pas, et voilà, vice versa, donc il est clair que le maintien de l'ordre ça s'apprend. J'ai entendu beaucoup de ragots sur le temps de fonction, et moi déjà il y a donc 1978, je crois qu'on remonte à plus de 45 ans, et il y avait déjà ces 8 mois de stage. Alors je ne sais pas s'il y a des collègues jeunes femmes qui sont passés à TPMP qui ont dit qu'ils ont fait 1 an de stage. Je ne sais pas, peut-être il a fallu 1 an peut-être pour comprendre, enfin je ne sais pas. Alors, donc j'ai eu j'ai eu Lyon puisque c'était le plus près de Marseille, donc il y avait 0 place à Marseille cette année-là. Donc je me suis retrouvé gardien stagiaire dans un quartier de Lyon, seul, sur la voie publique, car affecté à la circulation, sans savoir vraiment où je me trouvais. Donc le deuxième jour, j'ai acheté un plan. Je me suis dit, quand même, si tout le monde vient me demander où une rue et que je ne sais même pas moi où je me trouve, donc je vais acheter un plan parce que c'était pas prévu qu'on ait un plan sur nous, quoi, hein. Donc j'ai acheté un plan et je commençais à travailler de cette façon, en faisant ma circulation. Je ne savais pas où allaient les voitures, je ne savais pas d'où elles venaient, je ne sais pas où elles allaient. Je faisais ce que je pouvais, hein. Donc je faisais à ma façon, ben voilà. Donc, mais j'avais un petit peu de défense parce que j'avais une petite formation militaire déjà. J'étais dans le génie, j'étais en Allemagne, j'ai fait les commandos et après je me suis retrouvé au 13e régiment du génie à Trèves. C'est composé principalement de ch'tis, donc je me suis retrouvé le seul Marseillais au milieu des ch'tis, je ne sais pas pour quelle raison. Je me suis retrouvé donc au bout de 3 mois élève gradé, caporal, dans une chambrée de ch'tis. Donc voilà, donc là j'ai appris ce que c'était Hénin Liétard et Hénin Beaumont. Avant ça je ne connaissais pas. Donc dans une chambre de ch'tis, vous savez que j'étais obligé de jouer des coudes pour pouvoir me faire respecter parce que malheureusement on m'insultait, on me maltraitait. Heureusement que je fais presque 1m90 et qu'à l'époque j'étais pas fini à la piste, quoi, ce que je peux dire. Donc je ne me laissais pas faire et il est clair que on est devenus amis par la suite parce que, sachant que j'étais rapidement sergent, parce que je faisais le roulage du régiment et qu'on avait besoin de moi. Le roulage du régiment, c'est toutes les missions de transport que le régiment a besoin et tous les chauffeurs, enfin voilà, que ce soit pour aller chercher le colonel ou que ce soit pour aller transporter de l'essence, etc. etc. Voilà. L'ordinaire, enfin tout ce qui est, quand je dis l'ordinaire, dans l'armée, c'est la bouffe.
Voilà, donc je faisais tout ça tous les jours. Donc on m'a nommé sous-officier sergent rapidement. Et puis je défendais un petit peu les soldats qui avaient déjà des punitions physiques à l'époque. C'était pas, on ne pouvait pas dire que l'armée c'était des vacances scolaires ou c'était le club med. Donc souvent je me mettais au milieu lorsqu'un sergent s'en prenait à un soldat et essayait de lui mettre la main dessus parce qu'à l'époque on avait le droit de faire ça. Voilà. Bon, après, quand on le méritait, mais des fois on ne le méritait pas. Donc voilà, c'est pour ça que souvent les ch'tis se sont rappelés de moi et sont venus me voir à Marseille. Donc ça m'avait touché, c'est vrai. Bon, allez, on va pas pleurer ce soir. Alors j'ai croisé que de Marseillais dans l'année qui a suivi, puisque je cherchais un petit peu s'il y avait des gens de ma région, et il y en a un sur Facebook qui s'en rappelle. À Lyon aussi, j'ai été remarqué comme à Marseille, comme étant un peu efficace, puisque un soir j'ai fait 9 interpellations sur un cambriolage. Vous savez, quand on activait la culasse sur notre petit 765 de marque unique à l'époque, les délinquants étaient pétrifiés, puisque à cette époque, Mitterrand n'avait pas encore fait son travail de dénigrement de la police et le rabaissement de la fonction en criant haut et fort que les policiers n'avaient pas le droit de tirer sur les gens et que seulement en cas de légitime défense. J'ai entendu un chroniqueur d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Georges Fenech, qui était ancien juge d'instruction, qui a dit non mais la police nationale a le droit de tirer sous sommation. Bien sûr, alors que la police municipale n'a pas le droit, elle ne devrait pas être armée. Mais on entend de ces trucs de fou, un juge qui a dit ça. C'est totalement faux. Peut-être dans le cas d'évasion d'une prison, et sous ordre, on a le droit de tirer sur les prisonniers qui s'évadent. On a le droit dans la mesure où on a les ordres de le faire. Et dans le cas d'évasion. Voilà. À ce sujet, je rappelle que les policiers nationaux, jusqu'en 1993, étaient, comme la police municipale actuellement, APJ à l'article A. Donc ils n'avaient pas de droit à faire des enquêtes préliminaires et encore moins des enquêtes de flagrant délit comme les OPJ, quoi. Juste en 1995, on a eu le droit on est passé à PJ20. Je parle des policiers nationaux, bien entendu, et nous avons eu le droit de faire des enquêtes préliminaires, ce que je faisais déjà avant et qu'on m'a assez reproché. Alors je voulais tirer mon chapeau aussi, justement, en disant que la police municipale ne servait à rien. La police municipale de Nice, qui, vous l'avez vu, avait interpellé le tueur de l'église qui a égorgé 3 personnes. Malheureusement, ils auraient dû, pour moi, à mon avis, enfin bon, après, aujourd'hui, paraît-il, il coûte 430 000 euros par an à l'État. Enfin bon, après, ça, je ne sais pas. En attendant, c'est dommage que cette personne soit encore en vie avec le mal qu'il a fait. En tout cas, je tire mon chapeau à ces gens qu'ils ont vraiment, que j'ai suivi suite à une émission. Ça prouve qu'ils ont intérêt à être armés, puisque quand même, bon, ce ne sont pas des petits gabarits. J'ai vu que le résultat était là, de la vidéosurveillance à l'appui et de l'interpellation directe. Vous savez, à Monaco, j'ai failli postuler à cause de quelqu'un que j'aimais à l'époque. Je n'ai pas postulé, mais enfin, il fallait faire un minimum 1m80 pour être policier à Monaco et avoir moins de 28 ans. Et j'ai failli partir. J'aurais mieux fait, mais bon, on ne peut pas changer sa vie. Des fois, on fait des choix. On se demande même à Nice où est la police nationale. À Marseille, j'ai été cambriolé aussi. Alors c'est pire à Marseille, parce que à Marseille, j'ai été cambriolé cet été, avec l'heure exacte, la date, devant 2 vidéos de la ville, devant ma porte. Les PV de réquisition vidéo ont été faits. Je me suis déplacé 2 fois pour que ça soit bien établi avec les horaires et tout. Les vidéos ont disparu. Les PV ont disparu, de réquisition ont disparu. J'ai rappelé sans arrêt. 3 mois après, on m'a fait venir. On m'a dit que tout était disparu, la vidéo était perdue. Et le voleur aussi, puisque sûrement quelqu'un de mes connaissances, je n'ai jamais pu le voir sortir de chez moi, malheureusement. Voilà, enfin tout ça pour dire à l'aparté que je pourrais me plaindre de la police, mais je ne fais pas l'amalgame. Je ne fais pas l'amalgame. C'est pas parce qu'il y a de mauvais qu'on va tout mettre dans le. C'est pas des mauvais. Enfin, je ne les vois pas de cette façon. Je vois qu'un je m'en foutisme, parce qu'il faut savoir que
tout un chacun, il doit y avoir des ouvriers qui vont écouter, des employés qui vont écouter. Quand vous travaillez pour quelqu'un et que vous voyez, quand vous l'avez vaincu comme ça et que vous êtes mal considéré quand même, et que vous n'êtes pas pris en considération, vous commencez à en avoir marre, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui touche à la police. Et moi je comprends un petit peu parce que je suis passé par là aussi. Donc c'est pour ça que je ne vais pas encore dénigrer et faire l'amalgame sur tout le monde. Donc à l'époque j'étais syndiqué, donc il était évident qu'après j'ai été délégué syndical. Et surtout dans le syndicat de gauche qui était le CNPT, syndicat socialiste. Je suis arrivé à changer les horaires de la compagnie de circulation parce que les gens tapaient 8 heures par jour sur les points de circulation sans être relevés. Il restait 8 heures en plein froid, en plein vent. Des fois on faisait moins 10, moins 15, on était congelés, enfin moins 15 un peu moins souvent, mais peut-être même moins 10 facilement. Sur le Rhône avec le vent et tout, le Rhône et la Saône. Donc bien entendu les pilons de Lyon. Et donc nous avions ce vent qui nous transperçait, heureusement que les damars étaient là, parce qu'autrement on serait plus vivant. Et on avait des voitures de contrôle qui nous contrôlaient pour savoir si on gardait nos positions et si on n'avait pas les mains dans les poches, parce que c'était interdit. On était obligé de garder des gants blancs, vous vous rendez compte, même ils étaient un peu plus épais, mais c'était pas suffisant. Donc voilà, voilà comme ça se passe. On n'est pas mort de froid parce qu'on était jeunes et en forme. Voilà, puis après, il est arrivé, comme disait Brel, 1981 arriva, et nous voilà. Tu vois, bon. C'était pas la guerre, mais c'est pire que la guerre. Ça a été en 1981, il arriva, on a voté le changement, on a mis le monstre collaborateur du gouvernement de Vichy, président de la République, François Mitterrand. La malhonnêteté personnalisée, puisque déjà condamné par la maladie, il a tenu 14 années de main de fer dans un gant de velours comme président de la République. Son médecin qui lui délivrait des faux certificats médicaux est mort, vous le savez tous, et tous ceux qui l'ont gêné sont morts aussi. Je ne vais pas faire la liste, Bérégovoy en tête, son ministre qui voulait parler sur certaines choses le concernant, et malheureusement il est mort la veille, bizarrement, de 2 balles dans la tête, suicidé. Ouais, les gens ils peuvent se tirer 2 balles dans la tête pour se suicider. Alors M. Mélenchon a dit, comme l'extrême droite, contre l'extrême droite, en désignant pardon, pas comme, mais contre, en désignant en priorité le maréchal Pétain. C'est incroyable ça, hein, bon. Je ne sais pas pourquoi il est allé me chercher Pétain celui-là. Il n'a pas dit je suis contre mon mentor François Mitterrand. Non, 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 François Mitterrand il est bien lui. Pétain il est mauvais, il est extrême droite ou je ne sais pas quoi, où je sais pas où il a trouvé ce parti politique. Je sais que bon, c'était le gouvernement de Vichy, c'était des collaborateurs, comme Mitterrand d'ailleurs, puisqu'il était au gouvernement de Vichy, et puis il a été décoré de la Francisque, qui veut dire l'équivalent de la Légion d'honneur, mais il fallait la demander, donc il a demandé d'être décoré. Après il a été barbouze en Algérie, bon, tout ça, bon. On sait très bien, il était toujours dans les bons coups, Mitterrand. Il était l'ami de Bousquet, chef de la police de Vichy, qui a déporté les Juifs de Paris. Et jusqu'à sa mort, Mitterrand disait à Jacques Attali, mais je ne comprends pas, vous êtes ami avec un gars comme ça. Mais oui, mais il a été acquitté de ses crimes. C'est sûr que Bousquet avait été acquitté, puisque dans son premier jugement, le tribunal n'avait pas toutes les preuves et tous les éléments. Alors il se vantait de ça en disant, oh non, mais il a été acquitté de ses crimes. Vous voyez un petit peu l'engin, quoi. Bon, Bousquet a heureusement été rejugé, et au moment où il a été condamné, quand il est sorti du tribunal, il a été tué par Christian Didier, on le sait, en 1993. C'est pas vieux, hein, c'est pas comme si c'était il y a 100 ans, quoi. 1993, je peux vous le dire, moi, c'est au moment où M. Mitterrand a promulgué la voie de la double nationalité. Grosse connerie, une grosse connerie. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est venu jusque-là. Dès son arrivée au pouvoir, il a annulé les expulsions d'étrangers. Alors ça, va savoir pourquoi. Si ce n'est pas pour des raisons personnelles, grâce à son ami Gaston Defferre. Pour quelles raisons on peut annuler ce qui est en place depuis toujours, l'expulsion des étrangers en situation irrégulière en France ou même en carte de séjour qui ont commis un délit en France. Alors, d'un coup, M. Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, a dit non, mais on va le faire, mais il va falloir qu'ils aient plus d'un an. Alors vous savez, pour avoir un délit en France, avoir plus d'un an de prison ferme pour être expulsé, pour avoir commis un délit de vol
d'autoradio, je sais pas moi, à l'étalage, vol à l'arraché, voilà, vol violence, etc., etc. Pour avoir un homme ferme, il faut vraiment en faire, quoi. Je veux dire, mettez-vous un petit peu, vous savez un petit peu comment ça se passe dans la justice. Donc ces gens-là avaient leur prison en France. Et pas assez qu'ils étaient étrangers, bon, ben, au bout de la sortie, ils avaient une provisoire de 6 mois, c'est-à-dire une autorisation provisoire de 6 mois de résidence, d'accord. C'est pas de la connerie, c'est vrai, ça a été réalisé de cette façon. Et ceux qui prenaient un an de prison, donc qui devaient être expulsés, puisque la prison était déjà une peine, avaient une double peine, puisque c'était l'expulsion. Donc, double peine interdite, il est évident qu'on arrive en cassation et tous les avocats ont plongé dessus et personne n'a été expulsé. Donc, pendant toutes ces années-là, personne n'a été expulsé. Les gens sortaient de prison, il fallait qu'ils passent en prison pour avoir des papiers. Après, bon, ils s'intégraient pas, ça c'est leur problème. Mais c'était le moyen d'avoir des papiers en France. Voilà. Donc, belle histoire. Donc après, je ne vais pas vous raconter la suite. La suite, elle est simple. Ceux qui ont été naturalisés, ils étaient connus, archi connus, sortis de prison. On les a naturalisés pour avoir des voix. Enfin bon, ça a été le marchandage de la naturalisation, quoi. Ça a été marchandé, ça a été donné, alors que mes parents sont arrivés en France, il fallait changer les prénoms. On s'appelait Raymond, on s'appelait Raymond. Raymond, on l'appelait Raymond. Luigi, on l'appelait Louis. Moi, on m'a voulu m'appeler Raymond, je m'appelle Rémi, heureusement d'ailleurs, merci mon Dieu, je ne m'appelle pas Raymond. Voilà, je suis 100% italien, mais je suis français. Je ne suis pas italien, je suis né en France, je suis français et j'y tiens beaucoup. Et à moins que la France dérape, comme je sens qu'elle va finir par déraper, et c'est pour ça que je suis là et que je prends la parole, j'essaie de faire comprendre où c'est qu'on va, et j'espère qu'on ne va pas y aller. Alors Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, incroyable, on aurait dit qu'il avait mis en place des commissaires politiques. Quand je dis commissaires, c'est des commissaires de police, mais qui étaient à fond, communistes, socialistes, à fond. Ils ont fait une charia sur la police. C'était carrément, on va utiliser le mot comme il convient, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. La moindre gifle d'un délinquant, allez, auditionner, la moindre interpellation, un petit peu des cris, des machins, des nerfs, tout ça, allez auditionner, pour quelle raison vous l'avez bousculé, pour quelle raison. C'était un coup dur pour la police, hein. C'était un coup dur, surtout pour le changement qu'il y a eu, puisque avant ça, bon, c'est pas qu'on n'avait pas le droit de cuissage, mais il y avait un principe établi, quoi. Il y avait un respect. Là, c'était tout le monde y est passé, tous les bandes de passé. J'ai connu collègue, moi, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Il poursuivait une voiture qui était volée, la voiture l'a accidenté, il arrive dessus, il braque les auteurs. Le mec attrape son arme, il tire d'un côté, il tire de l'autre, le coup il part, le mec il meurt. Mais il a essayé d'y prendre son arme. Le gars il a fait 3 mois de prison. 3 mois de prison, ils lui ont cassé la carrière. Ils l'ont tué, ils l'ont passé à la moulinette. Alors que même pas, alors ils se sont aperçus 3 mois après, ils se sont aperçus que les délinquants avaient menti, enfin bon, ceux qui étaient avec lui avaient menti et que effectivement, mais ils n'ont même pas laissé le temps aux policiers de s'expliquer, même pas à ses collègues. Ils ont trouvé la poudre du 357, puisqu'on avait des armes des 357 à l'époque. Et quand une cartouche était percutée, la poudre foutait le camp. C'est pas comme si c'était avait été un automatique, que l'automatique ne lâche pas la poudre. Donc là, il y avait de la poudre sur les mains, donc ça prouvait bien qu'il a essayé d'attraper son arme. Mais le gars, ça a été fini, sa carrière était foutue. Donc voilà, ben, ils l'ont pas enterré, hein. Bah, même qu'il avait raison, ils s'en battaient l'œil, ils s'en foutent complètement. Donc en fait, c'est que tu as raison, tu as le droit, mais non, et tu as tort. C'est comme ça. C'est comme ça, on ne revient pas sur ce qu'on a été dit, ce qui a été dit. On ne va pas revenir, on ne va pas s'excuser, ça va pas ou quoi. Non, mais là, voilà, c'était un gros coup dur pour la police. D'ailleurs, quand les directeurs départementaux qui avaient été mis en place par les gouvernements étaient sur les ondes, je me rappelle, moi j'étais à Lyon, quand ils disaient Hermès sur les ondes, toute la police l'insultait. Le départemental, je ne me souviens plus son nom, c'était un mec qui était à Marseille avant,
il se faisait insulter, il se faisait... je ne voulais pas être à sa place, hein, c'était incroyable. Donc en plus, il n'y avait pas de GPS à l'époque, on n'arrivait pas à retrouver les voitures qui le traitaient de tout. Donc c'est surtout la justice qui a touché la police. Et pour pour répondre à M. Mélenchon, sur le fait qu'à un moment donné, on a dit, il y en a qui se font découper à la Kalachnikov, ben non. Il a dit non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais il dit tout et n'importe quoi, lui, n'importe quoi, oui. Eh bien, moi, je peux vous dire, M. Mélenchon, je peux vous le dire, en 1981, parc de la Tête d'Or, à côté du parc de la Tête d'Or, à Lyon, des collègues, dont un que j'ai connu, s'est fait découper à la Kalachnikov. Et ils étaient dans une flaque de sang, M. Mélenchon. Ouais, je peux vous le dire, ils étaient vraiment morts, découpés à la Kalachnikov. Parce que la plupart des fonctionnaires de police à l'époque, et toujours, on venait sur les alertes télématiques un petit peu avec la planchette à la main, pour prendre le numéro de l'alarme. Et ils se sont fait surprendre, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, je ne me suis jamais fait plus surprendre, moi, parce que j'ai toujours fait attention. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a mis en alerte pour tout le restant de ma carrière. Mais bon, moi j'étais sur place et je l'ai vu, M. Mélenchon. Il y a eu vraiment eu des gens qui se sont fait découper à la Kalachnikov. Voilà. Parce que des gens comme ça qui savent tout et qui savent rien et qui disent n'importe quoi. Voilà. En plus, ce que dit M. Mélenchon, c'est un discours utopique qui ne tient pas. Ça tient que dans son imagination. Il dit tout et son contraire. À Marseille, il a dit un après-midi, en 2018, il a dit sur le président Macron, il a dit Monsieur Macron, il est xénophobe. Et le soir, il le rencontre, en 2018, il le rencontre. Et devant les journalistes qui dit mais Monsieur le Président, Monsieur Mélenchon, cet après-midi, nous a dit que vous étiez xénophobe. Il a dit mais moi, je n'ai jamais dit ça. Mais il a fait pareil hier soir à la TMPMP. C'est pareil. Il disait un truc en début d'émission qui, une heure après, il disait non, qu'il n'avait pas dit, quoi. Enfin, tout ce qu'il dit, c'est irréaliste, irréalisable et irréaliste. Il généralise tout. Il dit par exemple, à force de montrer les musulmans du doigt, vous faites monter la haine et le terrorisme. Ah ouais, d'accord. Et vous, en montant les policiers du doigt, vous faites monter quoi? Vous vous rendez compte un petit peu, vous en voulez à la police personnellement parce qu'ils vous ont perquisitionné, vous le dites en plus, vous dites oui je leur en veux parce qu'ils m'ont perquisitionné. Mais M. Mélenchon, ce n'est pas la police qui vous perquisitionne, que ce soit le policier qui vienne sur place pour vous perquisitionner, je suis d'accord, mais il y a une commission rogatoire qui vous fait perquisitionner. Vous croyez que les policiers ils ont le droit de venir chez vous, de vous perquisitionner s'ils n'ont pas une commission rogatoire du juge? C'est sûrement parce que vous aviez une banane sous une petite casserole, M. Mélenchon, vous avez dû faire quelque chose. Et puis, ou alors, il n'y a que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant. Enfin, je ne pense pas, vous n'avez pas commis un crime, j'espère, pour vous, et surtout pour nous, parce que après, vous traitez les policiers de barbares. Ouais, les barbares. Que connaît-il de la police, ce monsieur, pour traiter les policiers de barbares? Et il parle des syndicats de police qui forceraient les juges à leur donner raison. Parlons des syndicats de police. Parlons des syndicats de police. Les syndicats de police n'ont aucun pouvoir, M. Mélenchon. Ils n'ont même pas le pouvoir de faire grève, puisque la police n'a pas le droit de grève. Et vous savez bien que les syndicats de police, puisque vous êtes sans arrêt, les syndicats de police, les syndicats en général, CGT, FO, vous êtes sans arrêt dans les manifestations, vous savez le pouvoir qu'ils ont au niveau de la grève et de la manifestation. Donc ne parlez pas de ce que vous ne savez pas, vous parlez de ce que vous ne savez pas, à croire que vous n'êtes pas moi, informé, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas informé du tout, c'est dommage. Donc vous demandez, vous voulez être président, mais vous êtes informé de rien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre quoi, des commissaires politiques? Vous allez condamner tout le monde? Je ne sais pas, vous allez déporter les policiers? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être pire qu'en Russie, peut-être, parce que vraiment, la gauche n'a toujours fait que ça, hein. Et si on disait comme vous dites des policiers, ah les musulmans ce sont tous des barbares, vous dites ça des policiers, d'accord? Et en fait, ils ont des associations qui font peur aux politiques, et des imams qui se font entendre par le président de la République. Et si on disait ça des musulmans, M. Mélenchon, vous nous traiteriez de fascistes, d'extrême droite. Mais sûrement, c'est obligé, M. Mélenchon. Mais en fait, vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres, vous le faites vous-même. C'est ça le problème. Alors je vous avise, Français, et je vous rappelle que dans le monde, tous les pays qui ont eu une politique de gauche, communiste, on ne les appelle plus communistes maintenant parce que c'est péjoratif, on les appelle plus socialistes parce que c'est péjoratif. Mais puisque le Parti socialiste a disparu, le Parti communiste, je ne sais pas où il est, mais enfin bon, il doit être dans un coin.
Mais la gauche, comme celle de M. Mélenchon, qui veut mettre en place, ont tué des gens pire que le Covid et la grippe réunis dans le monde entier. Vous voulez voir en Russie, à Cuba, en Chine, à la Roumanie de Ceausescu en 1989, il a été destitué. C'est pas comme si c'était il y a 60 millions d'années. C'est là, c'est pas, il n'y a pas loin. Là, il y avait déjà Mitterrand au pouvoir. Hein. Donc c'était son ami. Hein, je veux dire, ma foi, il y a pas Ceausescu, Mitterrand, ils devaient bien se connaître. Je suis fils de communiste et petit-fils de communistes. Et mes parents avaient connu, si mes parents avaient connu le parti russe, ils auraient changé de bord. Quand notre ami Yves Montand est parti en Russie, quand il est revenu, il n'a jamais plus été communiste. Quand on voit ce qui se passe chez les communistes, vous comprenez bien qu'on n'a plus envie de l'être. Voilà. Les communistes, ils peuvent que ramasser quoi? Que des gamins qui n'ont pas d'expérience, comme le petit rouquin qui se traîne avec eux, des gens qui sont à double nationalité, puisque bien entendu, ils ont tout intérêt à être communistes, puisqu'ils vont continuer à garder leur avantage et pouvoir dénigrer la nationalité où ils vivent, mais tout en gardant la nationalité dont ils sont en extase. Donc voilà, ça n'intéresse que ces gens-là, la gauche, et les vieux comme Mélenchon, qui eux font leur business avec ça. Voilà. Ils remplissent leur escarcelle avec la gauche. Voilà. C'est complètement. Regardez les vidéos agressives de M. Mélenchon, regardez un peu, qui est entouré de ses gardes du corps, il fait le beau, il bouscule les gens, il les insulte. Ah, il faut voir les vidéos qu'on a tirées de lui. C'est pas. Bon, enfin, là-dessus, je voulais vous dire que j'étais délégué à Marseille. J'ai eu une intervention un jour, on était à la compagnie d'intervention. Ça faisait 2 ou 3 ans que Mitterrand était là. Après qu'il soit président, moi je voyais un petit peu les exactions qu'il faisait sur des collègues. On était 6 ou 8 policiers dans cette salle. J'ai dit par malheur, j'ai eu le malheur de dire, j'ai eu le malheur, enfin je ne regrette rien, hein, ce que j'ai dit. Hein. Mais c'est quoi ce gouvernement? C'est Ceausescu, quoi. On ne peut même plus parler. Tout ce qu'on dit, il faut se taire. Quand on était sous Giscard d'Estaing, on pouvait insulter même le président, si on voulait, comme on le fait aujourd'hui, même à la limite, peut-être. Je ne sais plus si on peut le faire aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ce que je veux dire par là, on avait une liberté d'expression. Là, c'est fini, on n'avait plus de liberté d'expression. Voilà. Donc j'ai dit, on est un gouvernement de Ceausescu, c'est un gouvernement de Roumains, etc., etc. 2 heures, ça a duré. 2 heures après, j'ai été viré du syndicat de police. Syndicat de gauche, le SNPT. Je peux vous le dire, le SNPT, j'ai été viré dans les années 86. J'ai été viré directement. Et là, 85, voilà. Et 1 an ou 2 ans après, je ne sais pas, il y a eu le changement. Vous savez que Mitterrand a eu guerre de temps son gouvernement. Le gouvernement était toujours de droite puisqu'il n'avait pas de gouvernement. Il était président, mais il n'a jamais démissionné. Un autre aurait démissionné à sa place, mais lui, il s'accrochait, il se serait accroché, même mort, il serait accroché, il serait resté président. Lui. Il est pire que Fidel Castro, lui. Même sous dialyse, il serait resté président. Voilà, ils se sont servis de cette affaire pour virer le bureau au complet. Voilà. Je ne suis jamais retourné parce que je ne vais pas retourner chez les gauchos. Je veux dire, franchement, ça m'a rien dit à l'époque. Nous étions en 1986. C'est pas aujourd'hui que je vais changer d'avis. Voilà, Mitterrand est resté au pouvoir jusqu'en 1995. Personnellement, je dis sincèrement, je ne suis pas là pour faire une défense sur la police, puisque je n'ai pas que des bons souvenirs. J'ai eu des injustices aussi de la police, bien entendu. En tenant mon établissement, vous savez que le préfet a le droit de cuissage sur les établissements, établissements de nuit ou de jour même, des restaurants, des bars, tout ça. On peut prononcer des fermetures jusqu'à 6 mois par an, sur simple dénonciation ou délation, hein, sans être étayé d'une procédure pénale ou une procédure quelconque, même civile, hein, un rapport suffit. Voilà, je ne fais pas l'amalgame, parce que, en fait, ce comportement politique, c'est le comportement politique qui font qu'en fait, je ne fais pas l'amalgame parce que le préfet donc il faudrait peut-être changer les lois, mais je ne fais pas l'amalgame en disant c'est à cause des policiers. Pas à cause des policiers. Les policiers, ils ont un découragement de la fonction, ils ont un découragement vis-à-vis de la façon qu'on les traite. Il y a une manque de réactivité. Quand vous le sollicitez, c'est logique qu'il n'a plus envie.
il a besoin de travailler et de vivre, ce mec, mais il peut être très bien, il peut dire très bien, bah, écoutez, même si je fais que le minimum, je ne serai pas taxé, parce que vraiment, l'incompétence et la passivité, je répète, n'a jamais été sanctionné dans la fonction publique. Donc pour vivre heureux, vivons cachés. Si le mec, il n'a pas envie de se la rouler, et que le soir, il se voit l'apéro avec ses chefs, sincèrement, c'est là où ils sont le plus heureux, hein, personne qui les touche, ceux-là. Ah, moi j'ai connu tous les mecs qui buvaient l'apéro à la fin de la, soirée, de la journée avec les patrons et les chefs. Ces mecs-là, ils n'ont jamais été emmerdés. Hein. Ah, oh là là, putain, pas de vague, hein, surtout pas de vague. Alors là, si tu veux faire ça, dans la police, tu es le plus heureux, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, tu te tapes un petit secrétariat si tu es une donzelle et tu es tranquille, tu n'es pas emmerdé toute ta carrière. Mais par contre, alors c'est ceux qui pensent que chez les autres, le problème des autres qui sont des problèmes, ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui justement, ceux qui croisent un mec qui sait qu'il est connu des services de police, qui transporte une grande quantité de drogue, et c'est là où les emmerdes commencent. Ils refusent de se soumettre au contrôle et aux injonctions. Et comme ils refusent d'obtempérer, et ils veulent l'interpeller. Et là, c'est là que les emmerdes commencent. C'est là les emmerdes commencent. Les raisons, si l'individu les fait trois fois, c'est-à-dire que si le mec il fait 1m90, un peu comme moi, mais qui me fait 2 fois puisqu'il fait du Krav Maga, parce qu'il est costaud, et qui n'utilise pas, n'utilisent pas la force strictement nécessaire pour le maîtriser, pour l'interpeller. C'est quoi la force strictement nécessaire? C'est la violence. On est obligé de lui taper dessus pour le. Comment voulez-vous interpeller une personne qui est plus forte que toi si tu ne lui tapes pas dessus? Tu es obligé de lui taper dessus à un moment donné. Donc, si malheureusement ils ratent leur coup, ben c'est là où ça va mal. C'est là qu'ils ont perdu. Ils ne sont pas arrivés à l'interpeller, ils sont arrivés à se dégager et ils ont perdu. Donc la force, c'est de rester qui? À la loi ou au délinquant? La force, c'est rester au délinquant. Il faut avoir vécu des interventions et des contrôles qui ont mal tourné pour comprendre cette logique. Dans ce genre de situation, j'ai vu des collègues, moi, demander des papiers et se faire tuer sur le parking de la Valentine de Marseille pour demander le contrôle d'identité sur une voiture et ils se sont fait, un brigadier chef s'est fait tuer sur place et les autres qui ont été blessés et très mal. Moi j'ai été affecté à la brigade territoriale en 84 parce que j'avais interpellé un individu qui était recherché pour double assassinat, que j'ai reconnu sur photo parce que j'avais la chance d'être physionomie, ça ne m'a jamais servi pour la police, mais j'avais ce don de physionomie. Bon, ça me foutait, mais de temps en temps, le canon, je m'appelais en disant hey, on m'a dit que tu pouvais reconnaître telle personne, telle personne. J'avais cet avantage d'avoir une mémoire des noms et des visages. Bon, ça servait pour les documentations. Mais bon, cette personne, son nom, ça commençait par un S, ça finissait par un O. Il a contrôlé 2 voyous un soir, minuit, et il avait un petit peu une façon de se comporter administrative, quoi. Il n'était pas comme. Enfin, moi, à minuit et demi, 1h du matin, si j'avais eu à contrôler des gens, s'il a contrôlé les 2 frères Campana, qui ne sont pas allés plus loin après par la suite, mais il a contrôlé les 2 frères Campana qui sont sortis en 45 et qui ont mis 3 balles ou 4 balles dans le ventre. Et ce jeune policier a été, bon, on n'était pas plus vieux nous à l'époque, mais bon, ce jeune policier a été blessé, pas mortellement, puisqu'il s'en est sorti, mais avec le canal de l'urètre et l'anus en plastique. Donc, sur un simple contrôle d'identité. Donc, ce soir-là, malheureusement, il n'était pas seul, il y avait 2 autres policiers, mais 2 autres policiers qui étaient stagiaires, qui n'avaient pas d'expérience, et qui se sont retrouvés là parce que la brigade avait été un petit peu. Moi, j'y avais été affecté ailleurs et j'ai été muté. Et qui se demandaient s'ils avaient le droit de tirer parce qu'ils étaient derrière la personne, que le mec il courait, mais est-ce qu'ils avaient le droit de tirer? Est-ce qu'ils étaient en légitime défense? On était dans des situations abracadabrantes. Moi, j'aurais pas hésité, mais. Il y a des gens, je peux comprendre aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est vrai que la pression, la peur, la crainte, tout ça, a fait qu'en fait, ces policiers n'ont pas fait leur travail. Enfin, n'ont pas fait leur travail. Ils ont fait leur travail, puisqu'ils n'ont pas. Mais en fait, ils n'ont pas fait leur travail parce qu'ils ont laissé partir les individus qui avaient blessé grièvement leurs collègues, quoi.
vous savez, à cette époque-là, on était tellement suivi de près comment on m'a réquisitionné mon arme de service quand j'étais affecté au poste de police du Panier. Et on me l'a gardé 3 semaines pour le passer en balistique parce qu'il y avait des gens qui s'étaient fait tuer avec un 357. Donc j'étais policier, il m'avait quand même passé mon arme en balistique, quoi. Vous voyez, je veux dire, heureusement que ce n'était pas le cas, mais imaginons hein, qu'il y ait une erreur ou je sais pas quoi. Mais voilà. Vous voyez un petit peu la pression on peut vous mettre sur la tête. Alors il y aura beaucoup à raconter d'ailleurs. Je vais pas détailler tout, toutes les périodes de police qui ont été partagées. J'avais fait un document, un commentaire sur Facebook qui a été partagé 150 fois. J'avais donné un peu plus de détails. Bon, il est clair que moi aussi, de mon côté, je vois des vidéos, agressivité d'un côté ou de l'autre, que ce soit de la police, que ce soit des black blocs, que ce soit Mais comment voulez-vous vous comporter si vous n'êtes jamais soutenu, quand vous êtes dénigré, que le gouvernement et les politiques vous mettent à bas, que la population, quand vous voit, vous insulte, vous traite de colibé, vous traite quoi, par des mots grossiers ou manque de respect. Je pense que tout un chacun se défoulerait sur celui qui ne veut pas obtempérer, parce qu'à un moment donné, vous êtes sur les nerfs, la personne n'obtempère pas, vous dites, mais putain, mais on n'obtempère pas parce que c'est à cause de ce qui est dit sur nous, et c'est à cause pour ça que la personne se rebiffe, ne se laisse pas faire. C'est tout ça, c'est à cause de vous, les politiques, c'est à cause de vous, les médias, à cause de tous ceux qui critiquent que les policiers sont mis à partie. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui font les matadors comme Mélenchon et ses camarades, mot utilisé par les communistes russes, il faut savoir. Vous voyez. Donc c'est pour ça que ce monsieur a été invité à TPMP pour remonter sa cote électorale, puisqu'il a été tellement critiqué avec tout ce qu'il a fait, il avait tellement perdu de son parti, il avait perdu tellement d'adhérents qu'il a sûrement fait un montage avec, je ne vais pas dire M. Cyril Hanouna, mais Cyril Hanouna, TPMP, qui je pense, après Hollande, Macron, il pense que peut-être que Mélenchon pourrait prendre la suite, puisque on sait que et vive la gauche, hein, voilà. Donc le docteur Raoul a bien dit, surtout, ne votez pas pour les mêmes. Mais bon, les mêmes, heureusement que ça va pas être Mélenchon, parce que si c'est Mélenchon, la France c'est fini, hein, c'est fini la France. Ah, il a refusé que Nolo vienne à l'émission, Zemmour, on n'en parle pas, c'est normal, il ne répondait même pas aux chroniqueurs de gauche, hein. Non, il répondait que ce qui ça les arrange. Ils avaient déjà mis en place un gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu des heures de monologue, on ne pouvait rien dire, répétant, gueulant les mêmes choses pendant tout le temps de l'émission. Moi, je vais vous dire, il a demandé ce qu'il pensait sur le séparatisme, ce qui, à mon avis, n'amènera rien de nouveau. Madame Le Pen l'a dit, le livre de Gérard Darmanin est très bien et pertinent sur l'islamisme radical, mais la loi n'a rien à voir avec son livre. Je vois que cette loi, elle est un peu comme un fruit qu'on voudrait récolter et le manger le jour même sans l'avoir laissé pousser. Il faut l'attraper comme ça et le bouffer, alors on ne l'a même pas planté. On va y revenir, mais c'est pour dire que quand Mélenchon, dans l'émission, déjà donne des fonctions de ministre à son avocate, et se sent déjà président, et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il va faire quand il est président, surtout sur la police, parce qu'il veut tellement les couper en deux, les policiers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais bon, il a dit lui-même, je vais faire une refonte de la police. C'est une utopie. La police, elle a toujours été comme elle était. C'est ce qu'on dit d'eux qui les rend comme ça. La police, c'est toujours... elle n'a jamais changé, la police. On la traite, et c'est la façon dont on la traite qu'on la considère qui a changé. C'est tout. Simplement, je me rappelle quand on était tous gamins, on se faisait contrôler, on tremblait tellement on avait peur. On n'avait rien fait, mais on avait peur. Parce que le policier, on le respectait, on avait peur du policier. Donc il faut quand même... on avait peur je sais pas, qu'il y ait une erreur, mais il n'y a jamais eu d'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces gens qui ont tempère n'ont jamais été embêtés par la police. Voilà, si vous ne faites rien, si vous ne ramenez pas votre fraise, si vous ne dites pas, je suis la France, c'est moi,
La République, c'est moi. Et quand on est perquisitionné, parce qu'on a malheureusement une commission rogatoire, si on envoie en l'air les gens qui viennent vous perquisitionner, ben c'est sûr que les gens, ils vont répondre. Hein, c'est normal, puisqu'ils ils ont la loi pour eux. Voilà. Alors il a dit, je vais virer les policiers de l'IGPN et pour mettre les miens. C'est qui les tiens? C'est quoi que tu vas mettre? Camarade. Tu vas mettre quoi, camarade? Des commissaires politiques? Tu vas envoyer les gens au goulag? Tu vas les enfermer pour qu'ils ne sortent plus de prison? Tu vas faire quoi? Gauchiste. Après, je veux une police de proximité, il a dit. Qui connaît quoi de ça? Tu connais quoi de ça? Moi, en 1985, j'ai été affecté au poste de police du Panier, rue Puy du Denier, 8 puis rue du Denier. Voilà. Alors que dans la police, à l'époque, ne rentrait pas ni à pied dans le panier, ni en voiture. Dans ce quartier, à cette époque, j'ai été mis tout seul. Pendant 2 ans, je me suis retrouvé tout seul. Et ça, je peux vous dire, ça peut être vérifié. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les jeunes quand je suis arrivé? Ici, on est chez nous. Toi, tu n'es pas chez nous. Ah ouais. Eh oui, moi, je ne suis pas chez toi, bien sûr. Alors j'ai répondu, tu es chez toi? Toi, tu es chez toi. Alors moi, je vais te dire maintenant, tu n'étais même pas dans les couilles de ton père. Et ton père n'était même pas en France, que moi, je jouais déjà dans ces rues-là. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est que toi, tu dis que tu es chez toi, mais moi, j'étais bien avant ici. Et si ça continue comme ça, c'est toi qui vas foutre le camp si tu ne m'acceptes pas. Parce que moi, je vais rester ici. Et il n'y a personne qui va me sortir d'ici. Parce que je suis chez moi et dans mon quartier. Voilà. Donc, c'est ça la police de proximité. Et déjà, il faut avoir des arguments pour la tenir, cette police. Parce que si on n'a pas les arguments, on n'arrivera jamais au bout. Parce qu'il y a toujours des arguments contraires. Et on ne va pas mettre une police de proximité dans des quartiers chauds parce que par des jeunes qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas... Non, c'est ce qui se passe souvent dans la police. Donc voilà, si j'ai fait le shérif pendant 2 ans dans ce quartier, j'ai été rejoint par mon ami François qui est sur Facebook, qui m'a dit l'autre fois, quand je suis arrivé, au bout de 2 ans, c'était calme. Oui, voilà, merci François. Mais bon, j'ai été accepté, mais bon, en même temps, j'étais condamné à mort, paraît-il. On m'a dit après, tu sais, tout le monde voulait se débarrasser de toi puisque tu étais tout seul. Ce qui n'a pas été fait, mais enfin, je suis là pour vous parler, la preuve. On m'a retiré de ce poste, alors vraiment, vous savez pourquoi on m'a retiré. Bien entendu, c'était trop simple et trop sympa. On est revenu à me virer, pourquoi? Parce que de cet endroit, parce que les jeunes voleurs qui volaient dans la gare maritime jetaient les papiers, les CB et les billets des vacanciers qui partaient en Corse, en Tunisie, en Algérie, sur les bateaux. Et ils volaient à l'embarquement, et en fait, c'était que des jeunes délinquants qui volaient. Donc ils passaient. Enfin bon, je n'étais pas là, parce que moi, si vous voyez où ça se trouve, j'étais à des kilomètres. Et en fait, comme je leur avais dit déjà dans les groupes, parce que je les avais attrapés, les 2 groupes, les Corses et les Arabes, et les Maghrébins, je les avais attrapés et je leur avais dit, voilà, vous faites remarquer, c'est normal, tout le monde veut vous faire tomber, c'est normal, vous faites que des conneries. Mais soyez intelligents un peu. Regardez la situation où vous mettez les gens. Vous leur prenez tous leurs billets, leurs machins, prenez l'argent. Et puis, si c'est le cas, mais essayez de ramener les gens pour qu'ils ne soient pas emmerdés. Parce qu'ils partent en vacances. Vous leur enlevez les CB, vous leur enlevez les billets de bateau, vous leur enlevez tout. Donc, mettez-vous un peu à leur place. Donc, ils passaient devant mon truc et ils étaient casqués. Je ne voyais même pas qui c'est. Hein. Et ils jetaient, en plus je ne voyais même pas passer, des fois j'entendais le bruit qui me jetait le truc devant la porte, parce que la porte elle était battante et ils me jetaient sur la porte. Donc je n'essayais même pas de savoir, parce qu'autrement on aurait cassé la chaîne. Quoi. Et il fallait voir les gens, le sourire qu'ils avaient quand on rentrait tous leurs papiers. Mais bon, c'est ça la police de proximité. Mais bon, c'était tellement efficace qu'à la fin, on m'a dit que je faisais de la pénétration du milieu. Pénétration du milieu, c'était des petits jeunes, des petits gamins là, qui, bon, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Bon, c'est vrai que la police de proximité, ça pourrait le faire, mais dans certains cas, il faut avoir beaucoup de psychologie. Après, je vais faire une garde nationale, il a dit. Je vais faire une garde nationale avec des effectifs, des contingents, pour apprendre la loi et l'ordre. Mais où c'est que tu as vu ça, mec? Tu as vu ça, toi? Alors, j'ai une anecdote, en 1900...
De quoi parles-tu? C'est qu'encore de l'utopie, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui ne se considèrent même pas comme des Français. Comment veux-tu faire une police avec des gens du contingent alors qu'ils ne se sentent même pas français? Ça va être le bordel, quoi. Alors, je vais encore vous raconter la dernière anecdote. En 1995, l'été, je chantais sur les bateaux. Parce que j'étais en vacances, je partais sur les bateaux, j'avais le droit, puisqu'on a le droit de faire une deuxième métier artistique, donc comme je chante depuis des années. Et je voulais sur mon relevé de carrière, c'était déclaré et tout, il n'y a pas de souci. J'avais le droit d'être artiste, donc bon, j'avais le droit, mais sous la gauche, on a le droit, mais on n'a pas le droit. Ça, c'est encore autre chose. Même quand il y avait le droit, sous la police de Mitterrand, il n'y avait pas le droit. Effectivement, alors pendant la croisière, j'ai parlé avec 3 jeunes Marseillais qui étaient d'origine tunisienne, mais nés à Marseille. À l'époque, ils aimaient Goldman, Cabrel, tout ça. Bon, c'était, et en dehors de ça, en dehors des chansons qu'ils me demandaient, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on va en Tunisie, chef. C'est notre pays, car nous sommes encore tunisiens, nos parents ne veulent pas que l'on soit français, donc on a gardé la carte de séjour. Mais parce que nos parents ne veulent pas qu'on prenne la carte d'identité française. Bon, je ne suis pas rentré trop dans les détails à l'époque. Je sentais déjà que ça tournait pas bien parce que, ma foi, les mecs qui sont nés en France, que moi, en étant né en France, je n'aurais pas dit je gardais la carte de nationalité italienne ou je demandais la double nationalité italienne. Enfin, surtout en 95, ils auraient pu le faire, quoi. Ils ont débarqué sur le port. Je les regardais débarquer puisque j'avais parlé avec eux. Et ils étaient un peu arrogants avec la police tunisienne, ils ont été arrogants, un peu virulents même. Et les douaniers qui leur demandaient de faire leur bagage, et ils ne voulaient pas obtempérer. Et quand ils ont sorti leurs papiers, ils ont demandé s'ils avaient la double nationalité, parce qu'ils me l'ont dit par la suite. Enfin, je parle des douaniers, moi je parle là. Ça venait de passer. Ils n'avaient pas pensé de le faire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris à coups de bâton. Ils les ont pris à coups de bâton. J'ai eu le temps de descendre, le temps que je sorte, que je prenne la coupée, que je descende sur le quai, pour les faire arrêter de les frapper. J'ai sorti ma carte de police, j'ai dit arrêtez, arrêtez, ce sont des Français. Donc la police tunisienne respectait la police française, c'est vrai, comme au Maroc d'ailleurs. J'ai un peu calmé le jeu, mais c'est un peu tard. 2 étaient KO déjà, et le 3e, il était très mal en point. Les policiers m'ont dit, nous, ils sont rien pour nous, ni Français, ni Tunisiens. On n'en veut pas des gens comme ça, mal élevés comme ça chez nous, on n'en veut pas. Voilà. Vous pouvez les garder, on n'en veut pas. D'ailleurs, on va les renvoyer rapidement d'où ils viennent. Voilà. Alors tous les politiques et les médias, avec un peu d'expérience, disent « Ah, c'est comme ça depuis 40 ans, et c'est comme ça depuis 40 ans. » Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans? Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans? Depuis que Mitterrand nous a condamnés, nous a mis des pots de banane, et pour nous empêcher, à ce jour, on se retrouve dans l'impasse pour nous empêcher d'avancer. Le pays, il marche en reculant, ce pays, c'est normal. Va demander les mêmes choses au Maghreb, va demander les mêmes choses dans certains pays, on va te dire, allez, dégage, qu'est-ce que tu fous là? Tu veux la double nationalité, t'as qu'à dégager, hein, t'as qu'à partir. Hein. Voilà. La solution, pour moi, elle est simple. Pour récolter le fruit, c'est-à-dire le résultat, il faut planter la graine, et sur une bonne terre. On ne peut pas autrement. Alors si vous voulez changer les choses, monsieur les Français, monsieur les Français, monsieur les médias, monsieur les politiques, si vous voulez changer les choses et le cours de l'histoire de notre pays, ce n'est pas en promulguant des lois sur les religions qui risquent d'être refoulées par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Il faut demander aux Français de voter 2 référendums. Parce que le référendum, vous le savez, ne peut pas être cassé par les tribunaux, puisque c'est le vox populis. Le premier référendum qui doit être demandé aux Français, c'est de voter pour ou contre la double nationalité. Ça éviterait aux détenteurs de ce droit de ne pas avoir le cul entre 2 chaises, d'abord, et de choisir définitivement sa nationalité. Puis, de demander aux Français de voter pour ou contre la remise en vigueur des prénoms du calendrier. Loi qui n'existe que depuis 93 et 91 pour les prénoms. Pour avoir un contingent, M. Mélenchon, il faut avoir des Français de choix. Il faut que des gens qui se sentent français, 100 à 150% français, après leur donner une identité, après les affilier, pour qu'un jour on oublie l'appartenance à un autre pays que le sien. Sans pour cela ses origines, ne pas oublier ses origines, sans pour cela oublier ses origines. Non,
il ne faut pas oublier ses origines. Moi, je suis fier d'être d'origine italienne. Je suis fier de ce que m'ont fait mes parents. Je suis fier de l'Italie. Je chante italien. Je suis pas de souci. Je ne vais pas renier ma race. Je suis à 100% italien. Si un jour j'ai un enfant qui est mélangé, mais mon fils, il est issu pardon, de mélange d'italien, donc qui fait qu'en fait, c'est par hasard, attention. Il est 90% italien, puisque sa mère, elle est moitié-moitié, mais, ou 80% italien, qu'importe. Moi, je ne renie pas ça, au contraire, j'ai une bonne mémoire de ça, mais par contre, je suis 100% français. Bon, alors je vais arrêter, parce que là, j'ai un petit peu dépassé le temps. Je vais arriver presque à 1 heure, là, je ne me suis même pas rendu compte. Donc, première étape, on retourne à la terre et on plante la première graine. Deuxième étape, on fait pousser la plante. Et après, troisième étape, on récolte les fruits. Et là, en l'occurrence, on veut cueillir les fruits sans passer par les deux étapes précédentes. Oh, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Vous allez avoir toujours des gens qui seront sensibilisés par leur pays d'origine, parce qu'ils ont la double nationalité, parce que les parents, parce que les parents qui sont là-bas, les contacts, les machins. Moi, j'ai des cousins qui sont en Italie, mais moi, je suis français. J'ai des cousins germains qui sont en Italie, mais je suis français. Eux, ils sont italiens, moi, je suis français. Je vais les voir, c'est pas un problème, ça. Je suis allé les voir. Moi, je ne vais pas les voir tous les jours, parce qu'ils sont dans le centre de l'Italie. Mais ce que je veux dire par là, je les renie pas. Mais je suis français, ils le savent très bien, et eux, ils sont italiens. Voilà. Alors, si on ne passe pas par cette solution, les vrais Français vont finir par immigrer. C'est vrai, les vrais Français vont finir par se tailler. Et la France deviendra, comme les musulmans l'attendent, un pays musulman. Voilà la conclusion. Et j'espère que vous aurez compris un petit peu ma façon de penser. Si malheureusement on n'en arrive pas là, alors après je ferai une autre vidéo sur le Covid et une autre vidéo sur les commerces et ce que je pense de ce qui aurait pu se passer depuis 1 an, qui malheureusement ne s'est pas passé. Et que malheureusement, même quand on va réouvrir, ça va être le gros bordel, parce qu'il y a des gens qui ont fait des efforts pour la distanciation, toutes les normes qui sont obligatoires, mais il y en a qui ne le feront pas et qui vont ouvrir comme ça à la rapide, sauvagement, comme toujours d'ailleurs. Et la France est toujours au retard, toujours en retard. Oui, oh putain, regardez, on a encore attrapé le Covid, sûrement personne n'a fait des efforts, c'est normal. Et on refermera, et je sais pas. Mais écoutez, je sais pas où c'est qu'on va aller, mais bon, on va y aller en tout cas. Mais enfin, bon, pour ça, je suis persuadé qu'il nous faut des racines, qu'il nous faut, pour que tout le monde soit ensemble, et pas les religions on s'en fout, parce qu'avant on a vécu avec plusieurs religions et on peut vivre encore avec des musulmans, c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'on ne peut pas vivre avec. Le problème c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient sensibilisés ou on dit les modérés, mais les modérés sont pris à partie par les autres. Donc il faut, ce que je vous dis, donc, et on peut le faire que par référendum, parce que malheureusement, on le sait très bien, le Conseil d'État va nous barrer la route. Donc en plus, ce sera les Français qui voteront. Ce sera un choix de la France, ce ne sera pas un choix d'un gouvernement. Voilà. Donc je vois ça de cette façon. Écoutez, vous voyez ce que vous en pensez, vous faites comme vous voulez. S'il y a des gens qui m'écoutent et s'ils se sentent de continuer cette belle histoire, qu'elle continue, et si ça n'intéresse personne, écoutez, c'est pas grave. On ira où on ira, mais moi je vous dis, la France va déraper de plus en plus, et on ne dira pas, oui, ça fait 40 ans, on dira, ça fait 50 ans, et puis on ne trouvera jamais la solution. Voilà. Allez, écoutez, bonne soirée, et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos.